Allô et bienvenue à ce 23e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens en lien avec des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque communauté a son histoire et c'est ça que nous proposons de découvrir ensemble. Fait que mon nom, c'est Hugo et aujourd'hui, on a la chance de parler avec Nicolas et Julie du collectif Espace. Bonjour Julie, est-ce que ça va bien? Salut! Ça va bien. Yes, merci. Salut Nicolas, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Yes, oui, ça va bien. Et Martin est de retour. Ça fait quelques épisodes que Martin n'était pas là puis que je faisais tout seul. Mais là, il est de retour. Comment ça va, Martin? Oui, ça va bien. Salut tout le monde. Yes. Souvent, avec quoi on commence? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, là, mais c'est coutume dans plusieurs communautés intentionnelles de faire un petit tour de table. Un genre comment je me sens, une espèce de météo intérieure. On dit avec quoi on arrive, puis des fois ça donne comme du contexte à comment on va faire une réunion ou un événement ensemble. Fait que, genre, Martin, tu veux-tu commencer pour nous donner un exemple? Bien oui, bien sûr. Comment je me sens? Euh, mais je suis content d'être de retour. J'ai pris du temps pour moi dans les derniers mois. Je vivais beaucoup de choses dans ma vie, de nature personnelle. Et voilà, je suis content que ça va mieux, puis que j'arrange des choses. J'ai beaucoup de mouvements dans mon entourage et j'ai été capable de prendre du temps pour moi. Donc, euh, ça va bien. Hmm. Ça va mieux. Puis j'ai hâte de parler à nos deux invités parce que euh, tu sais, souvent je te propose des personnes, Hugo, puis je les connais déjà un petit peu plus, mais là, je les connais pas tant. J'ai vu quelques vidéos, j'étais voir leur page Facebook, mais j'ai bien hâte d'entendre parler de leur projet. Yes. Merci, Martin. Merci. Est-ce que Nicolas, tu veux y aller? Comment je me sens? Oui. On fait ça à toutes nos réunions mensuelles, nous autres aussi. Yes. Super. Fait que, ben, écoute, moi, je suis en deux jobs à la champignon en ce moment. Je suis en train c'est ma journée de stérilisation des substrats pour faire pousser les champignons. Fait que, là, je suis plein de poussière. Je vais me frotter les yeux souvent parce que j'ai de la poussière dans les yeux, dans les paupières. Puis en fait, c'est pour pas que ça tombe dans mes paupières. Ouais. Fait que, ben, je me sens bien. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment parce qu'on est en train d'organiser les réseaux de distribution pour l'hiver pour les champignons parce que c'est toujours une game parce que le Québec est très basé sur la production horticole saisonnière pour les réseaux alternatifs, mais en hiver, il n'y a pas grand-chose. Fait que quand on produit à l'année longue, on tombe un peu Hmm. des nues. Les banques, eux autres, ben, ils tombent pas des nues, sont à porte à tous les mois, tu sais. Fait que Ouais. c'est dans cette game-là que je suis, mais en ce moment, il y a des gros moves, des vraiment grosses possibilités qui me sont offertes, que j'ai travaillé intensément, que là, je suis en négociation. Fait que je suis comme, j'ai beaucoup de portes en avant de moi en ce moment avec des possibilités de résoudre des difficultés de réseaux divers intéressantes. Fait que c'est avec ça que je jongle. C'est ça. Hmm. Bien Merci. content de vous rencontrer. Toi, pour une première fois, Hugo, je l'avais croisé à Concordia sur un panel sur les éco-communautés il y a à peu près 8 9 ans de ça. Pour de vrai? Ouais, c'est ça, on était sur le même panel, je me rappelle. OK. Puis, ben voilà, ben content de vous rencontrer puis de participer à votre podcast. Oui, merci. Parce que ça me dit quelque chose, ça, mais c'est loin dans dans ma mémoire. Ouais, je pense que c'était en 2015. C'était un panel à Concordia en 2015, si je me rappelle bien. OK, mais ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Julie, comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien, puis je sens que c'est une journée qui a comme plein de choses qui arrivent, qui étaient prévues, mais tu sais, comme des éléments assez clés. Ce matin, pour l'unique fois, on a eu l'inspection de la maison. Ça fait genre 4 ans qu'on a Mhm. commencé la construction de la maison, puis c'était ce matin que ça se passait. Puis ensuite, moi, je suis dans une phase avec beaucoup de, comme de transformation dans ma vie, puis beaucoup de besoins d'acceptation.
Puis ensuite, ben là, j'arrive tout juste de donner un cours sur la biomécanique respiratoire. Fait que je sors de là, puis c'était super riche, j'étais vraiment le fun avec les participants. Fait que c'est de là que j'arrive. Voilà. Cool. Merci. Moi, c'est comme ces temps-ci, j'ai souvent une espèce de mélancolie, une espèce de tristesse qui me suit. C'est comme, j'ai aucune raison d'être triste, mais il y a comme de quoi, on dirait que j'ai beaucoup fui, comme dans ma vie, ça, puis là, c'est comme, il y a de quoi qui me rattrape, mais je sais pas c'est quoi. Euh, Puis c'est comme, c'est très présent dans ma vie en ce moment. N'empêche pas que je suis quand même curieux et très content d'être là, puis de faire ce balado-là avec vous, puis de me remettre les choses en perspective de mon quotidien et de parler à d'autres gens qui vivent ensemble et de voir comment vivre ça. Fait que c'était avec ça que j'arrive. Euh, je commencerai d'abord par vous présenter un peu chacun. Tu sais, qui es-tu? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? T'as quel âge? C'est quoi ton occupation principale pour chacun d'entre vous, Julie et Nicolas? OK. Je m'appelle Julie Cardinal. Moi, je suis ostéopathe. J'ai 42 ans. Ça fait 17 ans que je suis ostéopathe. J'ai 2 garçons qui sont maintenant des adolescents. Puis, dans le fond, j'ai fini mes études au moment que j'accouchais de mon premier enfant. Puis, je suis repassée faire mon examen au moment que j'étais enceinte de mon deuxième. Fait que c'est vraiment les deux réalités se sont jointes ensemble. Je suis embarquée dans le collectif il y a peut-être 6 ans. Fait que j'ai eu 2 ans dans le collectif où est-ce que je partais de Montréal, endroit où j'habitais auparavant. Puis je faisais la route à quasiment tous les week-ends pour venir participer au projet ici sur la Terre. Donc, on a construit des étangs, des potagers, puis on faisait beaucoup de rencontres sur la vision du collectif. Jusqu'à 2 ans plus tard, où est-ce que moi et Nico, on a commencé à construire notre maison ensemble. Puis depuis ce temps-là, ben, j'habite dans la région. J'ai aucun regret de mon ancienne vie à Montréal. Sinon, je parle plus de moi. Ben, c'est ça, j'ai 2 garçons qui ont décidé de rester à Montréal avec leur père. Pas nécessairement pour rester avec papa, mais pour rester à Montréal dans la vie qu'ils connaissaient. Puis vu qu'ils n'étaient pas habitués à habiter en forêt, ils n'ont comme aucun intérêt ou curiosité pour l'instant, à 15 ans et 17 ans, de bénéficier comme de toute cette vie-là en forêt. Fait que ça, c'est sûr que ça me fait vivre quelque chose en tant que parent. Sinon, dans ma vie professionnelle, c'est ça, je suis ostéopathe, je vois des patients à la maison. Et puis, je suis aussi enseignante de conscience corporelle, éducation somatique. Qu'est-ce qui me passionne? Tellement de choses. Tellement de choses. C'est comme là, cet été, juste d'avoir le potager et de pouvoir à tous les jours travailler dans le jardin, c'est comme une nouvelle passion que je me suis découvert. Sinon, j'aime beaucoup l'art. Je suis très créative. Euh, Est-ce que mon métier me passionne? Tu sais, il y a bien des choses qui me passionnent égales. C'est ça. En général, je te dirais que je suis passionnée. Puis si on parle juste de moi, je pense que fondamentalement, je suis en premier lieu une amoureuse. Puis ensuite, mettons, guérisseuse puis créatrice. Ça serait comme les 3 facettes de mon essence, là. Puis après, ben, ça peut apparaître comme sous différentes formes dans ma vie. Puis je suis vraiment contente de faire partie du collectif parce que ça amène plein de nouvelles facettes aussi que j'avais pas nécessairement dans ma vie juste par moi-même, tu sais, comme l'autogestion, puis de travailler beaucoup plus en équipe. Tu sais, en tant que mère, j'étais souvent monoparentale. Mon travail d'ostéopathe se fait one-on-one. Fait que l'idée d'être en groupe, de se rencontrer, d'avoir des visions communes, de les partager, puis de concrétiser aussi des projets dans le monde matériel, pas toute seule, tu sais, parce que moi, je suis une faiseuse, mais à un moment donné, à force de faire toute seule, ça peut être épuisant. Fait que juste d'avoir construit la maison avec Nico, ça s'est fait. Lui aussi, c'est un doer. Puis c'est ça. Je pense que pendant le podcast, on va peut-être avoir la chance de parler de différents sujets. Merci. Nico? Oh, il va straight, ok, parfait. Ben, alors, ben, c'est ça, moi, je suis, comment dire, de mon occupation principale, en fait, j'ai une champignonnière que j'ai développée ici sur la Terre parce que de formation, moi, je suis écologiste et économiste. Puis je m'étais toujours dit que j'imposerais pas aux
aux écosystèmes, ce que j'allais faire, mais que j'allais développer un projet productif, lucratif, si on veut, à partir des écosystèmes, puis en travaillant avec les écosystèmes. Fait que quand on a acheté la terre ici, dans le fond, on a vu qu'on avait une forêt humide. Puis quand que j'ai évalué les différentes choses qu'il y avait moyen de faire avec ça, je me suis dit qu'une forêt humide, c'était parfait pour les champignons. Fait que c'est de là qu'est parti le projet. Fait que je produis 4 tonnes de champignons par an. Euh, c'est beaucoup de travail. J'aime beaucoup ça. J'ai tout construit moi-même, là, les installations, les laboratoires. Puis c'est ça, parce que c'est une des parties que j'aime beaucoup faire aussi, penser les systèmes puis les construire. Puis, mais c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Mais c'est ça, les dernières années, on a passé à travers des complications économiques quand même assez intenses par rapport à Micotroph parce qu'on a eu ben, la récession économique, l'inflation, la hausse des coûts d'intérêt, des taux d'intérêt, le coût de la vie, puis et l'écrasement de certains marchés. Fait que ça a été pas évident, mais là, je commence à voir le bout, fait que je suis vraiment content. Sinon, ben, c'est ça, tu sais, ça, c'est dans le micro. Tout ce qui est l'organisation, ben, ma passion pour organiser des systèmes pérennes où on est capable d'être en relation avec autant l'univers, l'écosystème que les gens. Puis, ben, on est depuis 3 ans, on a construit notre maison qui est une la maison en paille ici, Technique du Greb. Moi, j'habite en haut, j'ai 3 enfants. J'étais avec ma compagne là. 2 filles un peu plus qui sont préadolescentes, puis un petit gars qui a 14 mois. Euh, fait que c'est ça. Puis c'est tout vraiment magnifique. J'ai toujours été très heureux d'être père. J'aime vraiment mes enfants, puis on apprend l'un de l'autre en constance. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah ouais, ben comme au niveau macro, j'ai toujours été vraiment passionné et à la recherche de développement d'alternatives. Fait que tu sais, j'ai beaucoup étudié les entreprises autogérées en Amérique latine. On a monté des séries documentaires sur les alternatives qui existent principalement en Amérique latine pour les faire connaître. Puis là, ben, je vais retourner à la maîtrise à temps partiel au HEC, dans le fond, pour faire une systématisation des initiatives que j'appelle d'économie de la libération, c'est-à-dire toutes les manières d'organiser l'économie qui émancipent plutôt que d'oppresser. Moi, je me suis spécialisé en violence économique, puis aussi en alternative économique. Ça, c'est à travers mon bac, où j'avais fait 1 an en Argentine, à Buenos Aires, pour apprendre des entreprises autogérées directement là-bas puis revenir en m'enrichir de ces expériences-là pour voir après qu'est-ce qu'on peut faire ici, là. Fait que là, dans le fond, je retourne aux études pour continuer à travailler dans cette optique-là aussi, parce que le macro me semble un côté absolument essentiel si on veut transformer la société, parce qu'on le voit, il y a tellement de problématiques auxquelles on fait face en ce moment, là, ils sont nombreuses. Mais une des choses que j'observais, c'est que une des raisons pourquoi ces types d'initiatives économiques-là, par exemple, comme vous vivez dans votre éco-village, comme nous, on vit ici, ou comme il y en a des dizaines de milliers partout dans le monde, sont très peu connues, les stratégies, parce qu'on est tous dépassés un peu par le micro. Donc, il y a un travail de systématisation à faire pour développer des stratégies communes, tu sais, puis bénéficier des expériences vraiment pertinentes de tous ces gens-là puis tous ces projets-là qui existent un peu partout dans le monde. Fait que c'est un peu ça, un des objectifs. Hello? Hello. La joie de vivre en collectif, il y a souvent du monde qui arrive à l'improviste. Puis... Il y a un gars qui vient de rentrer avec une colonne puis un bassin dans sa main. C'est des affaires qui sont dans l'auto à Julie, c'est pour ça. Ben ouais, c'est bien parfait. Ben, je prends ce petit moment-là. Nicolas, tu as parlé de la culture de la liberté, je crois. Non, économie, les initiatives d'économie de la libération. OK. C'est comme ça que je catégorise en fait tous les mouvements d'économie qui fonctionnent en autogestion puis en horizontalité ou avec un système de démocratie directe. Wow. Économie de la libération, ouais, plutôt que... Parce que, tu sais, c'est ça, c'est... Peut-être tu avais une question là-dessus?
Ben, c'est parce qu'on a, peut-être que tu connais Marc-Angelo Capola des Fermes Valhalla. On l'a reçu en interview il y a environ 2 ans. Ça a été un de nos premiers. Puis lui, il parlait de freedom culture, la culture de la liberté. Fait que Ouais, ouais. quand tu as parlé de l'économie de la liberté, il y a quelque chose qui a attiré mon oreille là, par rapport à ça, là. Ouais, 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 ouais. Non, j'ai jamais rencontré la gang de Valhalla où je pense que j'ai croisé une couple de personnes, mais pas plus. On n'est pas si loin, pourtant on est à 1 heure à peu près, là. Ils sont où les autres? À Ils sont à... Saint-Jean-sur-Richelieu, je crois. Ah ouais, ouais, aussi proche que ça, ils sont à Ouais. 40 minutes. Puis ils ont des événements, je crois, à chaque samedi que tu peux y aller. Puis tu vas apprendre là-bas. Euh, tu partages, tu apprends, tu aides, tu soutiens. Puis c'est des beaux moments de Sont-ils communauté. Vas-y. sont, sont-ils installés sur la Terre, eux autres? Ça fait un petit bout que j'y ai pas été. Je crois qu'ils ont comme projet d'avoir une maison là-bas puis d'être installés à temps plein et fermiers à temps plein officiellement, là. Ouais, Ah, je pense Marc, il était en train de développer, de construire une maison, mais comme c'est zone vert, il pouvait pas construire plus qu'une maison. Au début, il y ah, avait comme des projets de faire plein de choses, mais ils sont bloqués par le zonage, comme c'est pété plein un cul. d'autres choses. Ah, écoute, ben là. Ouais. Ah, OK. Ouais, moi, je Ouais. les ai il y a vraiment longtemps. Il y a peut-être 10 ans, quand il commençait un gros potager et qu'il y avait un four à pizza. Ouais. Ouais. Et c'est quelque chose d'intéressant aussi, le zonage, c'est souvent des questions qui reviennent. J'ai écouté un petit vidéo à propos de l'espace collectif. Puis vous aussi, ça disait qu'il y a toujours des embûches par rapport aux municipalités, les règles, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre idéal, puis que ça fonctionne avec tout le monde en même temps. Fait que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être revenir. Ben Mhm. ouais. C'est toujours intéressant. Ouais. Hum, je vais, je vais enchaîner là-dessus. Vous avez parlé un peu de vous. Mais pouvez-vous me décrire un peu c'est quoi l'espace collectif? Comme c'est combien de personnes, depuis combien de temps? Et après ça, peut-être un peu le lieu, puis est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous êtes installé là? OK. Ben, je vais commencer. Puis, Mhm. dans le fond, le collectif Espace, pardon, sur une fin de rhume, avec un peu de substrat de champignon là, qui sort. Mais dans le fond, le collectif Espace, les premières réunions qu'on a faites pour commencer à parler de l'éco-village, ça a parti en 2006. Nous, dans le fond, moi, je fais partie des membres fondateurs, là. À base, on était 4 membres fondateurs ici. Puis on a eu des réunions, tu sais, comme ça, à plusieurs, là. On était 8 au départ. Là, on a droppé parce que dans le fond, on n'était pas rendu à s'installer à quelque part. Après ça, en 2010, on a recommencé le processus. Là, on a monté jusqu'à 14 adultes. Puis là, ben, tout le monde venait puis repartait. Puis à un moment donné, moi puis mon couple, puis dans le fond, Anne, ma sœur et son couple, on s'est dit, bon, s'il n'y a pas de terre, on a bien beau discuter de toutes les affaires, il n'y a pas de paramètres concrets, fait que c'est bien dur de se projeter. Puis là, il y a des opportunités qui se présentent dans la vie de tout le monde, fait que les gens prennent des opportunités, puis c'est normal, mais il n'y a pas moyen d'articuler à partir d'une terre. Fait que pendant 2 ans, on a cherché de manière très intense une terre qui fitait pour le type de projet qu'on voulait. Puis évidemment, dans cette optique-là, pour pas être bloqué avec les questions, pas être trop bloqué avec les questions de zonage, on cherchait une terre qui avait et du zoné blanc et du zoné vert. Fait que, dans le fond, on a cherché ça dans toute la région de l'Estrie, en allant jusque dans le coin de Sherbrooke, Magog, Stansted. Puis finalement, on a trouvé cette terre ici à Fredericksburg, qui est la région où j'ai grandi, en fait, qui fait 150 acres, qui a 100 sacs zonés blancs, puis 50 zonés vertes. Puis donc, quand on a visité la Terre, ben, tout de suite, on a fait, OK, ça nous prend cette Terre-là, c'est la place, tu sais. En plus, on s'était fait dire que la ville était vraiment en faveur. Fait qu'en 2013, on a acheté la Terre, septembre 2013, puis à 4. Puis à partir du moment où on a acheté, ben là, il y a du monde qui ont commencé à se joindre. Fait que là, dans l'état de fait actuel, on est rendu 17 adultes puis 14 enfants, ben, enfants adolescents, là.
Puis, dans le fond, ben, je vais te laisser parler de l'état de fait actuel. Nous, quand on est arrivé et qu'on a acheté la terre pendant les 4 premières années, il a vraiment fallu qu'on se batte avec la ville parce que la ville se demandait vraiment c'était quoi ce genre de gang qu'on ne comprend pas puis qui ne veulent pas faire des maisons avec des gazons verts, puis surtout qui ne veulent pas faire des maisons à haute valeur mobilière qui va amener des taxes foncières plus importantes à la ville qui est coincée financièrement. Tu sais, c'est un petit village, là, ici, c'est 1000 habitants. Puis l'ancienne administration avait comme objectif de répondre à leurs problèmes financiers par la gentrification, ce qui est une très mauvaise stratégie, mais ils misaient là-dessus. Fait que, il a fallu qu'on se batte. Ça a pris 4 ans avant qu'on ait une autorisation pour faire un premier bâtiment. Puis ça s'est passé au moment où le nouveau maire, ben, l'ancien maire a changé, puis il y a une autre maire qui est rentrée par intérim. L'ancien maire est un maire d'une personne de la Rive-Sud qui était à temps partiel ici, dans le fond, puis qui ne comprenait pas trop la région, alors que le maire qui l'a suivi était un gars de la région qui nous connaît, qui connaît les gens chez qui on a travaillé adolescent, puis tu sais, comme. Fait qu'à partir de quand lui est rentré, tout a débloqué. Fait que là, la champignonnière, quand j'ai vu que je pouvais la construire, je me suis dit, on se met le pied dans la porte, flac, parce que là, il y a une ouverture, puis on y va. Fait qu'en 2017, j'ai construit la champignonnière. En 2014, on avait construit un abri sommaire parce qu'il n'y avait rien sur la terre pour avoir un espace pour se chauffer. 2017, construction de la champignonnière. Ça a repris en tout 3 ans la construire parce que c'est quand même gros et complexe comme bâtiment ou comme il y a plusieurs bâtiments, là, il y a une couple de bâtiments plutôt. Puis après ça, 2019, il y a eu la première maison qui a été construite. Puis pour donner une idée, maintenant aussi, là, on est passé de lutter contre la ville à ce que maintenant la ville nous consulte pour élaborer les projets de loi pour l'habitation sur le territoire parce qu'ils se rendent compte qu'on est un des seuls projets où il y a des jeunes avec des familles puis qui ont des études puis des spécialisations qui s'installent dans le coin puis qui partent pas, alors que les autres, ils partent toutes. Fait que là, c'est rendu que c'est ça, on a une vraiment très bonne relation avec la ville puis qu'on travaille ensemble. Fait que juste pour donner une idée, au début, quand on est arrivé, on avait le droit à une maison par lot. Maintenant, on a le droit à 3 logements par lot. Puis ça, c'est parce que les lots, chaque espace, dans le fond, il y a 6 lots construisibles en ce moment. Fait qu'on est passé de 5 maisons, droit à 5 maisons au départ quand on est arrivé à 6 maisons, à 12 maisons, puis ben, pas 12 maisons, mais 12 logements accessoires et maintenant à 18 logements au total qu'on peut avoir. Fait que là, c'est vraiment intéressant. Là. Donc, Fait que voilà pour l'éco-village. Attends, il y a peut-être une question. Oui, vas-y. Oui, ben, c'est tellement intéressant. Le lien avec la ville, tout le processus qui prend du temps avant de, de- de te rendre compte que tu as des affinités communes avec du monde, qu'on veut faire ça ensemble, de se faire les réunions, puis après ça, de se rendre compte que c'est pas de projet concret de terre physique, c'est plus dur de faire les avancées. Et là, 3 ans avant qu'il y ait des droits avec la ville, un autre 3, 4 ans pour le bâtiment, c'est long, ça prend du temps, mais c'est des étapes que je vois beaucoup de communautés intentionnelles qui passent par là et qui sont nécessaires. Puis ça fait vraiment plaisir d'entendre ça parce que maintenant, vous avez passé de petites tribus, ou je ne sais pas trop comment dire ça, qui se fait regarder un peu spécial par la municipalité. Puis là, ils vous consultent pour ces projets-là, puis ils vont avoir votre expertise. C'est vraiment le fun et ça donne espoir que on ne fait pas ça pour rien, puis qu'il y a de l'avancée, puis le lotissement avec les différentes maisons, ça aussi, je ne sais pas si vous avez, je veux dire, le terme jurisprudence, mais si ça commence à se faire dans certaines villes, et que d'autres personnes veulent créer des communautés intentionnelles, mais ils peuvent aller voir d'autres villes, d'autres municipalités, puis dire, ben, ça se fait dans d'autres villes, puis voici comment ils ont développé le projet, puis pourquoi ils font ça, si vous voulez voir quelles répercussions ça a sur le phénomène de gentrification, puis c'est vraiment super, là, tout ça. Merci. Merci. Peux-tu parler un peu Ben de oui, je l'état de peux fait? continuer. Je peux dire qu'au début, dans le fond, quand le collectif s'est formé en 2013, il a fallu qu'ils choisissent une forme juridique
Puis, tu sais, encore à ce jour, il n'y a pas de forme juridique déjà toute établie qui fitterait parfaitement avec un groupe de personnes qui veulent faire de l'autogestion, qui veulent vivre ensemble. Bon. Donc, à ce moment-là, le collectif avait choisi d'être une société en nom collectif, une SANC. Puis, on est encore enregistré comme une SANC. Puis là, on était en train de travailler fort pour créer une coop, puis passer, tu sais, faire un roulement entre la SANC à la coop. Fait que c'est ce qu'on vit en ce moment. Puis ça demande comme à chaque fois de réfléchir. OK, nous, on a déjà depuis, mettons, 7, 11, 13, depuis comme plus que 10 ans, un mode de fonctionnement où est-ce qu'on se rencontre une fois par mois, puis qu'on est tous égaux, puis on est idéalement tous présents, tu sais. Puis que là, on prend des décisions ensemble, puis on est habitué de voter à notre manière, tu sais, avec nos pouces, puis qu'on vise la réciprocité, puis jusqu'à maintenant, ça se passe. On a la réciprocité. Fait que là, de dire, OK, on a tout notre mode de fonctionnement qui fonctionne, puis qui permet comme l'égalité à tous, l'intelligence à tous, la voix à tous, puis que là, on va devoir transformer puis rentrer dans un moule, qui est le moule de la coop, même s'il y a quand même, c'est un moule qui est un peu élastique. Fait qu'on est en train de réfléchir, comment on va faire pour que nos rencontres admin puissent être remplacées par des CA, des assemblées générales. Fait que c'est quand même, c'est beaucoup de brainstorm. Puis à chaque fois, un peu comme que, tous les mécanismes et stratégies qu'on a dû faire avec la ville pour pouvoir exister en tant que projet, ou les manières qu'on n'a pas parlé encore, mais toutes les stratégies auxquelles on pense pour donner plus d'abordabilité puis d'accès à la terre. On est en train de faire la même chose, mais là, plus au niveau comme de la structure puis de l'administration. Il faut toujours faire des interloopes, vu que les modèles n'existent pas, il faut les réfléchir, il faut écarter, puis... Fait que ça, on espère que plus tard, ça puisse comme vraiment porter fruit puis servir à d'autres dans le futur, tu sais. Ouais. Et là, aussi, en parallèle, dans le fond, je peux dire comment qu'on fonctionne, peu importe la structure juridique qu'on a. Donc, les 17 adultes, une fois par mois, on se rencontre. Puis, on s'assoit tous ensemble. On fait une rencontre qu'on appelle administrative, dans laquelle on va parler des choses comme, bon, il faut faire réparer le tracteur, on veut organiser tel événement, telle soirée éducative, on veut gérer le budget de telle manière. Puis, on fait comme vous. La rencontre commence toujours par un cercle de comment ça va, où est-ce qu'on peut comme justement donner notre météo intérieure, puis dire qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Puis on ferme toujours aussi avec un cercle semblable. Puis pendant l'heure du midi, ben là, on est tous à la même table de cuisine en train de manger avec tous les enfants, les adultes. Puis en dehors de ça, dans le fond, pour être capable d'avoir, c'est comme de l'action sur tous les projets qu'on a, on a divisé le groupe en différents comités. Fait qu'il y en a qui vont s'occuper, par exemple, de toute la réalité autour du bassin. Il y en a d'autres qui vont s'occuper du potager commun. Il y en a d'autres qui vont gérer justement la forme juridique, d'autres les finances. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne pour réaliser tous nos projets. Et puis, là, qu'est-ce qui arrive à la fin de cette année-ci puis l'année prochaine? C'est nouveau, on va recevoir Unitélé qui va venir faire 12 journées de tournage sur la Terre. Fait qu'on va avoir une tribune l'année d'après qui va nous donner à peu près peut-être 8 minutes par épisode de 30 minutes, une fois par semaine. T'sais? Fait que ça, c'est sûr que ça va demander beaucoup d'implication collective. Puis on a clairement établi, bon, ceux qui ressentent l'élan de participer, puis ceux qui aiment mieux garder leur énergie pour eux-mêmes. On essaie toujours de respecter, on fait les choses en commun, mais chaque personne peut dire où est-ce qu'il se situe, puis savoir s'il s'implique ou pas dans les projets, quand on a des projets d'une telle ampleur. Mais juste pour préciser là-dessus, on a quand même un taux minimal de participation mensuelle. Parce que dans le fond, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour être capable de favoriser, dans le fond, un projet comme celui-là, là, autre que si on fonctionne juste travail, fin de semaine, puis loisir, ça marche pas, tu sais, comme mode d'organisation, là. Fait qu'il faut mettre la main à la pâte. Fait qu'il y a 15 heures mensuelles de travail à mettre par semaine. Tu sais, dans le fond, 3 heures minimum par semaine pour le collectif. Ça, au niveau des tâches administratives principalement, puis après ça, des tâches de bras qu'il y a à faire sur le terrain aussi. Ça, c'est le minimum, tu sais. Puis après ça, on n'a pas parlé. Le collectif Espace, en fait, c'est un acronyme qui veut dire écologie sociale, permaculture, accès à la terre et économie solidaire. Fait que dans le fond, ça parle vraiment, tu sais, écologie sociale, c'est un peu notre perspective politique, si on veut, tu sais. On n'est pas un groupe complètement affinitaire au niveau politique, parce que je pense pas, moi, que des alternatives peuvent fonctionner quand il y a une seule idéologie. Là. Ça prend un composé d'idéologie, parce que c'est ça la réalité, il y a toujours des composés d'idéologie.
Puis, dans le fond, écologie sociale, dans le fond, c'est les grandes bases, mais la base est que, dans le fond, pour répondre à la problématique écologique, ça découle en fait d'une domination de l'humain sur la nature, puis c'est des reproductions des rapports qu'il y a entre êtres humains, dans le fond, fait que donc l'optique coopérative, autogérée, démocratie directe est une solution absolument essentielle pour répondre aux problématiques écosystémiques puisqu'ils proviennent d'un rapport de domination. Donc, comment, à travers notre mode de vie, on fonctionne dans un système coopératif où il y a la place pour l'émancipation de chacun en se portant à travers un collectif. T'sais. Après ça, accès à la terre, ben, un des gros problèmes qu'on a au Québec en ce moment, c'est justement l'accès à la terre. Donc là, on se munit de toute une gamme de mécanismes économiques et financiers qui nous permettent finalement de favoriser que ça ne coûte pas trop cher pour rendre ici, que ce soit par la collectivisation des dépenses à payer, que ce soit par des machines qu'on partage, que ce soit parce que la plupart de la terre est complètement collective, que ce soit parce qu'on a des clauses anti-spéculation qu'on a mis pour empêcher que quelqu'un vienne ici, prenne de quoi se construise, puis le revende après ça au prix spéculatif, ou que le projet chie après une génération parce que tout le monde vend ça à des prix pas possibles. Ça, c'est toutes les questions d'accès à la terre, mais l'accès à la terre, c'est aussi comment on travaille à partir de la terre, qu'est-ce qu'on fait à partir des occupations à partir de la terre. Après ça, permaculture, tout le territoire, si on veut, est organisé selon les principes permaculturels. Donc, on a les zones, comme nous, on a notre maison. Juste en face de la maison, on a un potager. Puis on développe tranquillement en zone les différents espaces, là, les différentes zones de permaculture, zone 0, zone 1, 2, 3. Là. Puis on termine dans le très sauvage de la terre. Puis après ça, ben, on a économie solidaire. L'économie solidaire dans le sens où justement qu'on considère que c'est une des missions même du projet, c'est que sans solidarisation économique, c'est pas possible de avoir un mode de vie qui va être sain pour tout le monde. Donc, pour nous, la base de la solidarisation dans l'économie est absolument essentielle. Donc, d'où tout l'espace pour avoir des plateformes qui favorisent l'installation d'entreprises. En ce moment, des entreprises productives sur la Terre, c'est-à-dire qu'on produit de la matière, c'est ce que j'appelle, on est dans le domaine de la production. Il y a moi avec Mycotrof, puis il y a une ébénisterie aussi. Puis après ça, il y a Julie qui travaille sur la Terre comme ostéopathe. Fait que ça, c'était pour décrire les objectifs généraux, juste pour qu'on les voie. Je te laisse continuer. Oui, ben justement, l'autre fois, on écrivait des textes sur l'économie solidaire, puis on essaie de voir, OK, nous, concrètement, tu sais, comment ça nous touche, tu sais, qu'est-ce qu'on a dû faire, mais on a aussi réalisé à quel point que il y a peut-être pas grand monde parmi notre collectif qui aurait pu avoir accès à tout ce patrimoine-là, tu sais, tout cet espace-là, le terrain, mais aussi des fois la construction des maisons ou la richesse humaine d'avoir une convivialité, convivialité, tu sais, avec les voisins, puis toute la richesse de l'entraide, de la solidarité que ça amène. Ouais. Fait que ça fait partie de l'économie solidaire. Ça nous a vraiment apporté beaucoup de richesse. Nous, on n'est pas dans une économie où est-ce qu'on partage nos salaires. Chacun a leur vie personnelle. Par contre, on a une mensualisation, dans le fond, qui est comme un frais commun qu'on débourse à chaque mois. Un peu comme si, mettons, il y avait une coop avec un condo. On appelait ça des frais de condo avant, mais on a enlevé le terme. Puis ça fait que tout ce bassin-là d'argent, dans le fond, va nous servir pour réparer le tracteur, faire des jobs de pelle mécanique au besoin. Ouais. Ben, c'est ça. Juste pour préciser, on collectivise pas les salaires. Moi, je trouverais ça vraiment cool. Je suis full pour ça. Mais je suis pas le seul ici. Mais on collectivise une partie des dépenses. En fait, toutes les dépenses qui ont rapport à la terre comme telle, puis aux infrastructures, ben ça, c'est complètement collectivisé. Ouais. Puis, on pourrait ajouter que dans le fond, comment a fonctionné le collectif, puis qu'est-ce qui a permis que les gens puissent s'acheter un terrain? C'est qu'à la base, les membres fondateurs ont acheté le collectif, puis au fur et à mesure ont acheté la terre, et donc ils ont eu une hypothèque, puis au fur et à mesure qu'il y avait des nouveaux membres qui voulaient faire partie du collectif, la valeur de la terre était répartie parmi les nouveaux membres. Puis à un moment donné, on a stipulé que, OK, il y a 5 lots, on va diviser par 5. Puis là, la valeur était toujours comme au prorata de le nombre de personnes
qui habitaient le lot. C'est ça, mais ça, juste préciser, la raison pour on l'a divisé l'hypothèque par lot, c'est à cause des obligations bancaires. En fait, nous, à la base, on aurait voulu que on puisse être financé comme projet intégral, mais la banque fonctionne pas comme ça. C'était les conditions qu'ils nous mettaient pour fonctionner comme ça nous rendaient ça complètement impossible. Fait que ce qu'on a fait, en fait, c'est que comme stratégie pour se donner plus facilement accès à la construction des maisons, ce qu'on a fait, c'est qu'on a individualisé les hypothèques pour les maisons, mais pas pour le fonds commun de la terre. Là. Pour donner une idée, la terre ici, elle a 150 acres, je disais, puis là-dessus, il y a 6 lots qui ont 5 acres chaque. C'est là-dessus qu'on construit les maisons. Puis sur ce 6, chaque lot de 5 acres, il y a 3 acres qui sont en servitude pour les usages du collectif. Fait que finalement, il y a un 2 acres privatifs par maison. Puis ça, on a fait ça pour s'assurer que tous les écosystèmes, puis on peut se les mettre à contribution partout, puis collectiviser au maximum. Mais la banque nous demandait si on voulait construire en projet intégré, qu'on soit tous solvables en même temps, puis qu'on fournisse tous les projets, puis tous les plans de développement de maisons, de tout en même temps, ce qui était complètement impossible. Fait qu'à cause de ça, on a individualisé les lots pour les maisons pour pouvoir avoir les hypothèques pour les maisons. Puis comme stratégie financière, comme on avait payé déjà une bonne partie de la dette à la gang sur la terre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé sur le lot commun qui est dans le fond 72 acres sur le zoné vert, 72 acres sur le zoné blanc, puis le reste, c'est 50, fait que 50 acres, tout ça, c'est collectif. Fait que ce qu'on a fait, c'est on a déplacé la valeur de l'hypothèque seulement sur les lots du fonds pour dégager la valeur des lots sur lesquels on construit pour que les lots puissent nous servir de garantie plutôt que de devoir apporter un cash down de base vraiment exigeant. Là. Fait que dans le fond, ça a libéré la dette des lots construisibles. Fait que c'est une stratégie qu'on a mis en place pour être capable de se donner accès en ayant à passer à travers le système financier. Fait que concrètement, quand nous, on a été faire notre demande d'hypothèque pour la construction de la maison, on n'a pas eu besoin de payer un frais de cash down parce qu'ils ont pris comme notre lot en garantie. Fait que ça nous a vraiment aidé, là. Déjà qu'en autoconstruction, tu n'as pas l'argent avant de construire. Tu construis une partie, puis après, ils te remboursent, puis tu reconstruis. Fait qu'il te faut déjà un montant de départ pour commencer. Puis ici, on a tous fait nos maisons en autoconstruction. Certains le faisaient aussi avec un aide d'un entrepreneur, mais il était quand même en participation. Moi puis Nico, on l'a fait sans entrepreneur. Ça s'est très bien passé. Ouais. Wow, félicitations. Je remonte un petit peu plus loin. Il y avait une maison en 2019. Maintenant, il y a combien de maisons? Là, il y a 4 maisons de construites. Ouais. Il y a 2 maisons de plus qui vont se construire l'été prochain. Il y a la Champignonnière, la Shed juste à côté qui fonctionne avec la Champignonnière, les bénisteries. Puis, dans le fond, on a les jardins collectifs, les étangs collectifs, le pit qui est l'endroit où on va chercher toute la gravelle nécessaire pour le terrassement puis les champs autour des maisons, puis qui nous sert aussi de gros espaces de party puis de rassemblement. On est en train de le creuser en forme d'amphithéâtre pour qu'on puisse faire un amphithéâtre au final de ça. Puis concernant le pit, là, à chaque année, on fait une réunion dans le fond estivale qui est l'épluchette de maïs. Puis là, vu qu'on a des auditeurs, on peut vous dire qu'à la fin, quand vous allez avoir nos coordonnées, si jamais vous êtes curieux de venir nous rencontrer, de voir le projet, bien, à la fin du mois d'août ou au début septembre, pendant l'épluchette de maïs, c'est un moment parfait, dans le fond, pour venir nous rencontrer. Bon, ça, c'est un gros party, en fait, c'est tout le monde, les amis de tout le monde. C'est comme, il y a pas mal de monde, là. Une espèce de grosse journée de porte ouverte pour venir voir le lieu, rencontrer le monde, puis vivre un peu, goûter un peu à quoi ça ressemble. Ouais, ben, je te dirais, il n'y a pas tant de visites organisées comme ça sur la Terre c'est juste un gros party. Mais un party familial, tu sais, fait que, avec du blé d'Inde, on fait griller des choses sur le feu, puis là, il y a de la musique, on joue, on s'amuse. Jusqu'à maintenant, toutes nos maisons sont des constructions écologiques. On a une maison en paille, nous. Martin, notre voisin, a une maison en chanvre. Les 2 prochaines maisons qui vont être construites seront des maisons en chanvre aussi. On pourra peut-être revenir sur le projet d'un qui sont assez particuliers, le plus au niveau familial. Puis sinon, on avait une maison, comment on appelle ça, une maison de Marlène? C'est comme
du bout à bout, là. C'est comme un peu des Legos. Tu sais, des grandes pièces de mur imbriquées juste une sur l'autre. Ouais, ça, c'est du foam entouré de planches de pain. Puis la première maison qui a été construite, celle de sa sœur Anne et de son conjoint Nicolas, c'est une maison plus traditionnelle, mais qui est justement minimaliste dans la... Tu sais, elle est comme le plus petite possible sans être une mini-house. Ils sont confortables. C'est isolé à la cellulose. Fait que Ouais, c'est comme c'est ça qui amène son rapport écologique, le fait que c'est petit, fonctionnel Ben, et à la cellulose. ouais, le cellulose, c'est un super Ouais. isolant. Là, mon beau-frère s'appelle Nicolas aussi, pour pas confondre les gens, là. Puis, c'est ça, ici, il a fallu qu'on jongle aussi, évidemment, avec la réglementation de la ville qui nous oblige à une grandeur minimale de maison, tu sais. Parce que ça, parce que si on aurait pu construire plus petit, on n'aurait possiblement pas passé par les banques, mais tu sais, tout est imbriqué. Qu'il y a une grandeur minimale de maison qui te force à passer par les banques, qui finalement te force à, jusqu'à un certain point, jouer avec les règles. Mais tu sais, dans le fond, l'idée, c'est de faire du judo légal. De voir comment on sort de notre échelle, bien, comment on s'en sort à travers un système qui pousse à autre chose. Puis ce que je voulais dire par rapport à l'urbanisation en général, c'est que l'impact social de l'urbanisation est absolument fondamental. Puis les gens ont en général pas ça en tête, mais la manière que les maisons sont construites, où sont construites, avec quelle proximité, avec quel usage permis, tout ça a un impact complètement incroyable sur comment une société va se développer, puis on s'en rend absolument pas compte. C'est quelque chose qui est très peu touché, en fait, dans la société. Puis, en fait, ce que ça va déterminer, en fait, les règles d'urbanisme, entre autres, c'est tout ce qu'on appelle les usages et coutumes d'une société. Puis ça, c'est ça qu'on est en train de faire dans des projets comme vous, comme nous. On est en train de redéfinir les usages et coutumes. Puis on sait que depuis des centaines d'années, puis ça a commencé au Moyen Âge en Europe, toutes les terres communales y ont été privatisées de plus en plus. Hein. Puis ça a été privatisé avec des lois. Puis donc l'usage a été vraiment organisé pour favoriser un marché capitaliste, un marché finalement, où on fonctionnait à travers de transactions financières, où on a marchandisé en fait l'ensemble des choses qui pouvaient exister, parce qu'avant, par exemple, sur les terres communales en Europe même, il y avait énormément d'agriculture vivrière et les gens n'étaient pas nécessairement dans un échange marchand. Puis ça a fonctionné comme ça pendant des milliers d'années, là. Fait que ça, ces usages et coutumes-là ont été transformés, entre autres, par les règles d'urbanisme, puis toutes les règles qui entourent la Terre. Fait que la négociation pour redéfinir ces règles-là est absolument essentielle. Absolument essentielle. Fait que c'est juste une petite aparté sur l'importance des règles d'urbanisme. Puis pourquoi c'est pas un hasard que quand on est dans une optique communautaire ou écologique, on va se battre avec les règles d'urbanisme parce ils sont pas faits pour ça. Notamment pour la construction de maisons. Tu sais, plus tu construis des maisons écologiques, mettons en paille et en chanvre, souvent ça demande une participation de la communauté, tu sais, des amis. Tu sais, de la construction participative, surtout au moment que tu mets le chanvre ou que tu installes la paille et que tu montes les murs de mortier. Puis les règlements en construction, c'est que tu as des employés ou tu n'as rien. Tu sais, tu as ton employé, tu as ton chum, ta blonde, mais sinon, ça passe pas. Fait que, ouais, faut faire faut voir où est-ce qu'on peut s'immiscer puis comment on peut fonctionner pour ce genre de construction-là. Je pense que maintenant, c'est tout à fait légal que pendant certaines parties de la construction, le chantier devienne participatif, mais c'est limité à une partie de la construction et non de son ensemble. Il y avait même des règlements, par exemple, qui font pas de sens, comme si tu as des employés ou des amis qui viennent t'aider à construire ta maison, ils n'ont pas le droit, tu n'as pas le droit de faire un abri sommaire temporaire sur ton terrain pour qu'ils dorment. C'est rien pour faciliter, c'est toutes des choses qui sont complètement illégales. Moi, j'aimerais ça revenir sur des alternatives, des alternatives qu'on fait ici par rapport à justement créer plus d'accès à la terre, rendre les logements plus abordables. Parce que dans la vérité, même si on vit ça en ce moment, là, presque ça coûte cher. Dépasser les lignes d'hydro, agrandir les routes pour les mettre selon les conditions de la ville, se construire une maison, l'hypothèque, les intérêts d'hypothèque, tout ça, ça coûte cher. Mais ce qu'on se dit, c'est que vu qu'on ne veut pas aller dans un système de marchandisation, c'est peut-être dans 3 générations
que vu que nos prix, nous autres, ils vont plafonner pendant que le marché va continuer à monter, c'est là qu'on va pouvoir réellement dire que nos maisons sont rendues abordables. Fait que c'est pour les générations futures. Puis sinon, ben, en attendant, je peux vous donner 3 exemples de ce qu'on a fait dans différentes maisons. Par exemple, moi et Nicolas, on s'est construit ensemble, mais on n'est pas conjoints, on est des amis. Ce qui fait qu'on est légalement copropriétaire à 50-50 de la maison, mais qu'on peut être 2 familles qui habitent à l'intérieur. Puis nous, on a décidé de la façon qu'on construisait la maison, c'est une maison unifamiliale, selon les règles. On n'a transgressé aucune règle, mais on a été bien fluide dans la façon de construire notre maison, puis de créer réellement 2 espaces individuels. Mais il n'y a pas aucune, par exemple, porte barrée. On partage la même sécheuse. Il n'y a pas de Il n'y séparation. a pas de séparation. Fait qu'on respecte vraiment tous les règles. On est tout le temps 2 familles qui habitent dans la même maison. Il y a Marlène et Samuel qui... T'as une question? Ouais, partagez-vous cuisine et salle de bain? Non. Ça dépend des moments. Par Oui. exemple, lorsqu'on rentre dans la maison, on a un vestibule commun qui est Oui. sur l'étage 1, sur le premier étage. Ça, c'est mon espace. Une fois qu'on sort du vestibule, on est dans mon espace. Puis moi, j'ai aussi le sous-sol. Tandis que Nicolas et Laurence, sa copine, à partir du vestibule, il y a un escalier. Alors, eux autres, ils montent l'escalier. Puis quand on arrive au 2e étage et dans toutes les mezzanines qui remplissent le toit cathédral, c'est leur espace. Par contre, les enfants peuvent très bien passer d'un étage à l'autre. Nous, on est tout le temps en train d'aller se voir. Présentement, leur four ne fonctionne pas. Bien, ils utilisent mon four. Puis la sécheuse, on en a juste une à la gang. On l'utilise à la gang, elle est au sous-sol. Puis qu'est-ce qu'on fait d'autre en commun? Les outils, par exemple, ben, ils sont stachés chez Nicolas. Comme ça, on n'a pas des outils tous dépareillés puis un peu partout dans la maison. Puis ça nous évite aussi d'avoir des outils en double. Fait qu'on a beaucoup de choses qu'on partage en commun. Comme le potager, comme tout l'aménagement du terrain. Ouais, ça, c'est les zones directes plus individuelles, si on veut, mais c'est parce que c'est ça aussi, c'est que il y a un espace entre la vie, il y a comme une division un peu entre l'espace des vies individuelles ou personnelles, puis après ça, ben, la vie collective, tu sais, puis nous, on a fait ça comme ça parce que, tu sais, moi, j'ai grandi assez proche de communes. En fait, ma famille à moi n'était pas dans des communes directement, mais il y avait plusieurs amis qui étaient dans des communes dans les années 70-80, là, puis tu sais, on l'a vu, en fait, toutes les communes ou presque qui ont arrêté de fonctionner, là, la plupart, là, puis les seuls qui ont survécu, c'est ceux où il y avait une bonne gestion des espaces collectifs puis des espaces personnels. Parce qu'à un moment donné, on a besoin d'espace pour se recueillir. Puis quand on va trop, j'ai l'impression, quand on va trop loin par rapport à la culture dans laquelle on est à la base, puis qu'on a été conditionné, parce qu'on est tous des êtres conditionnés, malheureusement, faut se l'avouer, ben, ça fait que ça rend ça vraiment plus difficile à vivre. Fait que nous, on s'est toujours dit comme base, tu sais, succès collectif au travers du succès individuel, puis succès individuel à travers du succès collectif. Mais on fait attention aux 2 zones. Ceci dit, on partage beaucoup de choses entre les différentes maisons. On se partage les outils. Quand quelqu'un a besoin d'une auto d'un autre, l'autre la prend. Puis, tu sais, il y a beaucoup de circulation. Là. C'est pas comme, c'est pas opaque. Tu sais, on est loin, on est très loin de la clôture de banlieue, là. Et on n'a aucune clôture. On n'a aucune terre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je vous ramène à la forme juridique très rapidement. Mettons, nous, à la Cité, on a comme des SENC, on a des OSBL, on a des entreprises incorporées, on a comme, je pense qu'on a fait le tour des modèles juridiques. Mais je pourrais vous dire que notre système de gouvernance ne fonctionne pas en accordance avec. On a un système basé sur la confiance entre nous. Puis après ça, on gère nos entreprises comme à, à- à travers ça. Mais qu'est-ce qui, mot- euh, qu'est-ce qui motive le changement que vous voulez faire de SENC vers une coop? Parce que c'est quand même un gros move. Ben, au départ, déjà, on était moins de membres quand il y avait la SENC. La SONC. Puis, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait faire un roulement, mais c'était surtout pour la gestion de la zone commune. Donc, la gestion de nos 3 arcs sur 5 arcs de la zone qui se dirait privée, OK? Et aussi tout le reste des lots communs. Puis, dans nos valeurs, ce qu'on aimerait, c'est que de ne pas rester juste avec notre noyau des membres du collectif, mais d'être ouvert à la communauté. Donc, en créant une coop qui va, mettons, jouir de nos zones de servitude et de toute la zone des lots verts et blancs qui restent, qui ne sont pas des lots habitables,
ben, ça va permettre justement à des gens de devenir membres du collectif, même s'ils sont ni locataires ni propriétaires, s'ils sont pas habitants de la terre, mais qu'ils puissent venir réfléchir au projet avec nous, réfléchir aussi juste au projet de changement social, puis jouir de notre potager commun, parce que le potager commun peut être immense, puis des fois, on n'a pas tous le temps de s'en occuper, surtout pendant la phase qu'on est la majorité en construction de maisons. Fait que c'était aussi pour élargir. Puis à long terme, on a un de nos membres, justement, qui est beaucoup impliqué dans le développement des fiducies au Québec, des fiducies d'habitation. Fait qu'éventuellement, Les fiducies d'utilité sociale, oui, qui est en fait l'équivalent des fiducies foncières communautaires aux États-Unis. Oui, comme la ferme Sagittaire, je sais pas si tu connais. Ouais, au Cas des Roussel. OK. donc éventuellement, ce qu'on aimerait, c'est que toute la partie commune, pas la zone des servitudes, là, mais la partie commune là, de vert et blanc qui n'est pas lotie comme une zone résidentielle, on aimerait ça la transférer en fiducie. En fait, on aimerait tout transférer en Oui, mais fiducie. étape par étape. Non, c'est ça, mais Ouais. quand même, l'idée, c'est qu'on veut complètement ça, parce qu'avec la fiducie, ça nous permet de sortir la terre de la spéculation puis du marché spéculatif. Puis dans le fond, il donne une mission claire, puis en lui donnant une mission claire, non aliénable, ben ça, ce que ça fait, c'est que ça l'empêche d'être dans le marché librement. Fait que, dans le fond, c'est que ça donne une mission et un usage à une terre. Fait que ça, c'était pour parler justement des mécanismes, ça. Fait qu'il y a quelqu'un dans le collectif qui travaille vraiment fort sur la fiducie d'utilité sociale qui vient de sortir un documentaire qui s'appelle Le Dernier Flip, puis qui travaille avec différentes instances pour justement pousser ce véhicule-là pour des projets, mais pour l'accès à la terre puis l'accès à l'habitation principalement. Puis c'est un documentaire qui se dit d'action puis de changement. Puis jusqu'à maintenant, ça fait comme 4 mois qu'il est sorti à peu près. Puis déjà, au niveau de la Ville de Montréal, il y a des nouvelles, des nouveaux projets qui se mettent en branle, puis des nouvelles promesses là, de certains pourcentages de logement social. Fait que ça a déjà des répercussions. Fait que ça, on est bien fiers de ça. Fait que je conseille tous d'aller le voir. Il est gratuit sur tout.tv. Puis si jamais il est peut-être pas gratuit quand on n'est pas membre, c'est sûr que je suis pas certaine, mais il se trouve sur tout.tv. Le dernier flip. Mais je mettrai le lien, je le trouverai, puis je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent aller le voir. Euh, comment que... Juste rapidement, un dernier point pour pourquoi on passe en coop, c'est Ouais, qu'à la base, on ne voulait pas nécessairement créer des revenus au sein du collectif. Fait que, tu sais, la SANC, ça faisait pas de sens parce que c'est quand même une organisation juridique qui est faite pour avoir du revenu. Puis aussi, on s'est rendu compte que, tu sais, on avait plusieurs personnes dans notre collectif qui étaient quand même très expérimentées pour aller chercher des demandes de subventions. Puis en étant une coop, là, on risque de peut-être justement avoir droit à des subventions éventuellement pour avoir plus de potentiel pour nos projets. Fait que c'était une des raisons aussi. ouais, merci. Merci. Vas-y, Martin. J'ai peut-être une question de précision. Euh, Vous avez toute votre terre, c'est 150 acres. De ce 150 acres-là, il y a 3 lots pour des maisons. Non, C'est c'est 5 lots, 6 lots. Ouais. 6 6 lots. de 5 acres, donc 30 acres. OK, parfait. Et de chacun de ces lots-là, il y a 5 acres pour ce lot-là. Il y en a 2 qui appartiennent à ceux qui ont l'habitation. Puis il y en a 3 de ces 5-là qui est à l'usage de la communauté. Exact. Et ce 3 acres-là, ce que j'ai compris, et c'est là peut-être la question, c'est qu'il n'est ni zoné blanc ni zoné vert? Non, il est zoné blanc, il est dans les lots, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des servitudes. Tu sais, tu peux mettre des servitudes de droit de passage OK. sur. Bon, ben, ce que tu fais, c'est que tu mets des servitudes qui précisent des usages. Puis comme ça, c'est une manière de donner jusqu'à un certain point un droit d'usage à tous les gens qui font partie du collectif sur les 3 acres qui restent du lot. Tu sais, comme par exemple, nous, à une certaine époque, là, il y a peut-être 4 ans, juste avant la pandémie, à cause des questions de ruissellement puis de réabsorption d'eau, OK, au niveau écologique, là, environnemental, on s'est fait demander que sur la Terre, on crée des bassins de rétention d'eau. Donc, on s'est dit, ben, tant qu'à faire des bassins, on va pouvoir en jouir puis que ça devienne des lieux de vie, des zones pour se baigner. Fait que là, on s'est mis tous ensemble puis on a créé 2 bassins. Un de ces bassins-là est sur notre lot à nous, dans cette zone de servitude-là. Donc, elle est sur notre lot, mais tout le monde en bénéficie.
Parce que les écosystèmes, c'est ça l'idée aussi. C'est si sur un lot, c'est un jardin collectif qui fit, ben on en fait un, puis c'est tout le monde y a accès. Si c'est un verger, ben la même chose. Puis nous, ben, dans notre lot, la grande majorité est marécageuse. Fait que dans le fond, l'étang se donnait là parce que c'était plus bas. Là. Fait que on avait toujours c'était prévu qu'on fasse des étangs, mais c'était aussi exigé de la ville. OK. Puis ça peut aussi peut-être un peu trier si pour les futures personnes qui voudraient venir habiter avec vous, c'est comme ben, si tu achètes un des lots ben, de 5 acres, mais il y en a 2 qui vont t'appartenir, puis crois quand même, faut que tu gardes en considération qu'il y en a 3 qui pour la jouissance de la communauté. Là. Fait que tu Absolument. vas vivre dans un espace partagé. Là. Ça met une intention de base quand même assez forte dans tout ça. Là. Oui, absolument. Puis ça, c'est vraiment important parce que dans notre culture libérale, ben, on n'a pas tendance à penser comme ça, tu sais, mais là, ça le met de facto, puis tu signes une entente notariée avec ces servitudes-là dedans. Fait que c'est comme, c'est écrit noir sur blanc dans notre forme légale. C'est ça encore, c'est du jeu. Il faut passer par la culture libérale du notariat, mais pour mettre quelque chose de collectif à la base. Ce serait peut-être un bon moment de parler de notre processus d'intégration de nouveaux membres. Ben, attends, avant, on veut voir. Je veux juste voir Je quelle trouve que ça question. marche avec l'histoire Ouais, des mais femmes. moi, mais lui, ils ont peut-être une idée de podcast, fait que peut-être juste leur. Non, c'est correct. Vas-y, Julie. Je me demandais, moi, je me demandais si vous aviez un processus d'intégration des nouveaux membres. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, admettons qu'on aurait encore un lot de livres ou que quelqu'un voudrait avoir un locataire chez lui ou que quelqu'un tout court s'intéresse à devenir membre du collectif. Il va d'abord rencontrer quelqu'un pour montrer son intérêt. Puis là, la personne va pouvoir répondre à toutes ces questions parce que les gens, souvent, ils ont comme une idée un peu floue de ce que c'est ou idéalisée. Fait qu'il y a comme des premières étapes où est-ce que la personne a comme un reality check, là. Tu sais, on va y faire lire notre entente de membre, on va lui dire à quoi ça consiste, c'est quoi les défis, c'est quoi les engagements économiques et de temps. Puis ensuite de ça, on peut faire une visite de la Terre. La personne, si après toutes ces informations-là, elle décide vraiment, tu sais, qu'elle a envie, puis là, elle va faire une lettre de motivation. Ça pourrait être un audio aussi, là, si quelqu'un a de la difficulté à écrire. Puis tous les membres du collectif vont l'écouter. Puis là, en rencontre admin, on va en parler. Puis si on s'entend que, OK, on aimerait rencontrer cette personne-là, on va commencer par la rencontrer. Puis si on décide qu'elle pourrait devenir, par exemple, un membre auxiliaire dans une coop, là, mais nous, comment on appelait ça? C'était un membre temporaire. Mais cette personne-là va passer à travers un 6 mois d'intégration, à travers lequel il va faire comme s'il était membre. Ça veut dire que il va suivre ses élans, ses initiatives, il va s'intégrer auprès d'un comité de son choix, il va venir aux rencontres admin, il va vraiment dire son opinion, puis essayer de comprendre le plus possible aussi le collectif. La seule variante, c'est qu'il n'y a pas réellement un droit de vote. Mais on va lui demander quand même son opinion. On va lui demander de voter, mais si jamais c'était pour faire changer la balance, ça ne compterait pas. Puis au bout de ce 6 mois-là, lui, il fait une petite sortie dehors pendant que nous, les membres déjà actifs du collectif, on dit, bon, comment on se sent par rapport à lui, puis tout. Lui, quand il revient, il peut aussi nous dire comment lui, il sent. Puis là, on dit si le collectif prend la décision de l'intégrer ou pas. Puis, Jusqu'à maintenant, ça a toujours ouais. fonctionné. Puis elle, la personne dit si elle a envie d'intégrer le processus aussi. Puis il y a un check-out à 3 mois. Un check-out, en fait. Après 3 mois, on regarde de part et d'autre comment on sent, comment la personne se sent, comment nous on se sent. Mais la raison pourquoi on fonctionne comme ça, en fait, est assez simple. La première, c'est qu'on ne tire pas les gens vers nous. Parce qu'on s'est rendu compte que si on essaye de tirer les gens vers nous, ben, ça tient pas. Fait qu'on attend que quelqu'un se manifeste de soi-même. Tu sais, hey, crime, moi, ça me fait triper ce que vous faites. Tu sais, ça m'intéresserait, moi, un projet comme ça. Ah ouais, OK, ben, tu sais, ça t'intéresse, on peut te donner plus d'informations. Puis là, on file, on donne les informations, comme elle disait, là. Ça va être des informations juridiques, des informations financières, les informations notariales, les informations de notre fonctionnement. On envoie plein de documents à lire, les informations du terrain. On va voir la réglementation à la ville aussi pour bien comprendre. Puis à partir de là, quand la personne rentre dans le collectif, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que tu peux pas connaître une personne après juste une entrevue. Tu sais, quelqu'un peut dire n'importe quoi à peu près à une entrevue. Tu sais, fait que dans le fond, c'est qu'on apprend à se connaître dans l'être ensemble puis dans le faire ensemble. Puis là, au bout de ce processus-là, ben, les gens, ils savent vraiment, dans quoi ils s'embarquent, dans quelle gang ils s'embarquent, puis nous, on sait avec qui on s'embarque de plus, tu sais.
À date, ça marche super bien Ouais. comme processus. Fait que c'est ça, tu sais, après, ça facilite pour notre projet, puis ça facilite pour avoir une vision, partager une vision commune qui est quand même important, mais dans une grande société, je veux dire, dans la société at large, dans un idéal, il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à ça, tu sais, no matter ton point de vue ou ta manière d'être. Est-ce que vous avez un processus de sortie aussi? Admettons que ça fonctionne pas bien. Parce que Ouais. on pense rarement que faut penser au processus de sortie avant de rentrer, mais c'est nécessaire, je pourrais dire. Ah, ouais, absolument. Mais oui, il y a un processus qui encadre toute le retrouver des nouveaux membres pour rentrer dans la nouvelle habitation, le prix de revente de l'habitation, puis justement les clauses anti-spéculation, puis tout ça. Fait que, tu sais, mettons, quand quelqu'un quitte, il faut qu'il l'annonce premièrement en avance, puis cette personne-là est responsable de attendre qu'il y ait des nouveaux membres, qu'il ait fait tout le processus, puis qu'ils rentrent pour rentrer dans leur maison. Fait que, tu sais, ça peut pas être je vends à n'importe qui, là. Puis là, on s'est doté de processus légaux par rapport à ça, comme un droit de premier refus qu'on a sur chaque lot, puis ainsi de suite. Fait que ça, c'est le processus. Puis il y en a même un on n'a pas encore mis en place complètement, mais qui est le processus de sortie finale, c'est-à-dire qu'on meurt. Comment on fait? Parce que si l'héritage est mal géré, ben, en une génération, pop, on détruit tout, puis là, ça c'est disparu, puis le projet ne peut pas continuer. Fait que là, tu sais, une des tâches futures administratives, notariales qu'on a, ben, c'est de travailler sur comment on va gérer l'héritage. Parce que ça, c'est fondamental aussi. Donc, tous les processus de sortie, incluant notre propre mort, ils doivent être pris en considération. Puis, tu sais, pour être honnête, tous ces processus-là sont pas encore suffisamment réfléchis. Tu sais, souvent, on réfléchit des affaires en amont, puis il y en a d'autres qu'on découvre puis qu'on construit quand ça l'arrive. Là, pour l'instant, ce n'est pas arrivé que quelqu'un qui soit propriétaire d'une maison construite ait besoin de partir et de la revendre. Parce qu'on sait très bien que nos mécanismes idéaux de la période, par exemple, d'intégration d'un nouveau membre de 6 mois, bien, ça va peut-être créer un bug entre le fait que quelqu'un veut vendre sa maison, que l'autre fait une offre d'achat, mais que tu fais-tu l'offre d'achat avant de voir si le collectif t'aime, puis t'aimes le collectif? On a statué là-dessus. Oui, on a statué, mais on n'a pas pris la décision du fonctionnement, puis on a sur la liste des choses à faire administratives d'aller rencontrer des gens qui l'ont vécu pour apprendre de leur expérience, puis peut-être être plus outillés. Entre autres, ouais, Fait que ça, c'est une des choses que quand tu es dans un collectif, il faut que tu gères, il faut que tu y penses, puis il faut aussi que tu te débrouilles quand ça arrive. Parce que l'idée, tu sais, ici, c'est d'être une plateforme de transformation sociale puis de transition écologique. Fait que, tu sais, c'est pas d'être reclus sur nous-mêmes non plus. Tu sais, on participe à plein de choses au niveau régional, différents, tu sais, à différents niveaux, puis selon les différentes personnes. Puis ça peut être au niveau international ou macro, comme je disais tantôt aussi. Fait que l'idée, c'est que cet espace-là soit favorisant pour des gens qui vont travailler à ce changement-là, pas seulement dans notre petite bulle à nous, mais au niveau sociétaire. Fait que ça, c'est pour ça que c'est super important pour nous aussi, ces aspects-là de transition, de qui va rentrer ici, comment les gens vont rentrer quand il y a des gens qui partent ou qui meurent. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, c'est clair. On a des pistes, on a certains accords, puis maintenant, il y a encore beaucoup de détails légaux et notariaux et administratifs à régler par rapport à ça. Merci. Hum, comment, tu sais, vous avez parlé de temps en temps des décisions, comme vous avez une rencontre mensuelle, les pouces en bas, les pouces en haut. Comment, démocratie directe, est-ce que vous diriez que c'est du consentement, du consensus? Comment, plus dans le détail, que se prennent les décisions à 17 personnes? Ouais, ben, on fonctionne en autogestion. On vise le consensus. Non, consentement. Ben, consentement, consensus, on vise les deux, en fait. Mais si jamais il y a une question qui achoppe puis une urgence, on a un système de débrayement démocratique. C'est-à-dire qu'on s'est mis un droit Je de vote m'excuse. à majorité à 80 si jamais il y a des questions d'urgence à répondre puis que là, on est bloqué vraiment, mais
en général, en fait, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de décision qui est prise tant que on n'a pas rallié tout le monde à la décision. Puis souvent, concrètement, comment ça arrive, là, c'est qu'on va faire un tour de parole ou 2 tours de parole, puis ensuite, on va faire une proposition. Puis là, les gens vont voter simplement, comme tu disais, avec les pouces. Mais il y a aussi ça qui existe. Puis ça veut dire, je suis pas prête à me positionner parce que j'ai un malaise ou une sensibilité que ça élève en moi ou quelque chose comme ça. Alors là, on va écouter la personne, puis des fois, ça va mener sur un autre tour de parole. Puis souvent, jusqu'à maintenant, là, au bout de ces processus-là, souvent, il y a un ralliement de tous. Puis c'est pas à contre-cœur. C'est que souvent, les gens, ils comprennent tellement le point de vue de l'autre, puis l'importance que ça a pour l'autre, puis que finalement, que pour eux, finalement, bon, c'est pas si grave. Tu sais, j'ai jamais senti qu'on a pris une décision par consentement qui laissait un gros moton à quelqu'un. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Mais tu sais, c'est ça. Fait que De mon point de vue, là. non, moi non plus, j'ai pas senti ça. Ouais. Structurellement, dans le fond, il y a les réunions administratives mensuelles où il y a des décisions, toute la prise de décision des grands axes, ça se fait là, dans ces discussions-là. Après ça, le travail exécutif, celui-là, il est fait en sous-comité, dans le fond, tous les comités qu'on a. À ce niveau-là, les gens vont travailler, ils vont arriver avec des propositions par rapport à la situation qu'ils vont amener dans la réunion administrative mensuelle. Puis, c'est là-dessus qu'on va se positionner après. Fait que tout le système décisionnel est on le break down comme ça, parce qu'on ne peut pas tout porter tout ensemble, ça c'est impossible. Fait que chacun s'implique où il y a l'élan, puis où il y a les capacités aussi. Puis après ça, on a aussi les Minga qui sont des tâches collectives, dans le fond, où ce que là, on se rassemble tous ensemble pour aller faire une grosse tâche qu'on a à faire, si on en a régulièrement. Puis après ça, il y a aussi les réunions d'urgence. On a un système de communication par courriel ou ce que quand il y a des réunions d'urgence à prendre, on va se rejoindre, par exemple, en ligne si on n'est pas tous capables d'être sur place. Puis là, c'est là qu'on va se positionner puis discuter, délibérer par rapport à une situation urgente. Fait que, tu sais, c'est un peu tous les niveaux qu'on a. Puis, je peux ajouter que dans nos rencontres admin, comme dans une situation où est-ce qu'il faudrait faire une rencontre d'urgence, c'est pas toujours basé sur des prises de décision ou sur des projets à faire. C'est comme par exemple en rencontre admin, des fois, on va ouvrir des cercles de discussion qui sont plus sur l'être. Comme un moment donné, on s'est dit, bon, j'aimerais ça que chacun en petit groupe parle de leur relation à l'argent. Puis là, ça a révélé plein de choses vraiment deep qui va faire en sorte qu'on va mieux comprendre les réactions de l'un et de l'autre des fois dans certains enjeux. Ou une autre fois, on a fait un cercle de discussion sur notre relation à l'intimité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'intimité? Puis là, je parle pas juste entre 2 personnes, mais par exemple, comment je me sens assez dans mon intimité respectée dans mon chez-moi. Il y en a qui sont à l'aise que quelqu'un rentre sans cogner. Il y en a qui sont à l'aise que les gens soient sur le terrain. Il y en a que non. Il y en a que c'est par rapport à est-ce que je suis dérangée ou pas par le bruit, par la lumière, par la musique. Toutes ces choses-là, on les adresse aussi de manière sporadique dans nos rencontres admin. Puis quand il y a des enjeux un petit peu plus sensibles qui sont soulevés, c'est très, très rare que ça arrive, mais comme récemment, c'est arrivé, puis ça nous a donné le prétexte de faire une rencontre d'urgence. Puis on avait la grande, grande majorité du collectif qu'on s'est rencontrés 3 jours plus tard. Puis tous les gens qui ont vécu, par exemple, une sensibilité par rapport à ça, ils ont tellement été choyés et ils sentaient tellement de gratitude que le collectif s'est mobilisé pour adresser la sensibilité plutôt que de la laisser là, puis que tout le monde comme, soit un petit peu dans des zones plus fragiles, tu sais. Fait que ça donne beaucoup de richesse à notre collectif. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit souvent. Au niveau de notre intelligence émotionnelle, de notre communication non violente, on est souvent très, très fiers de nous. Oui, mais c'est ça, parce que faut pas penser que dans un collectif, toute la prise de décision ou bien les discussions vont de soi. Là. Des fois, il y a des chocs, des gens qui sont choqués mutuellement, des fois, il y a des accrochages. Tu sais, dans le fond, c'est justement, ça prend des espaces pour être capable de faire la gestion émotionnelle, puis de la gestion de conflit aussi, c'est fondamental. S'il n'y a pas d'espace de gestion de conflit, par exemple, dans un projet collectif, ça va mal finir, c'est sûr. Tu sais. Puis nous, entre autres, on a comme exigence que tout le monde qui est dans le collectif ait au moins des notions sur la communication non violente. Ça, c'est de un. On a, par exemple, dans notre entente commune, une règle anti-potinage. Donc, on décourage le potinage. Si quelqu'un se met à parler beaucoup sur quelqu'un d'autre, on va encourager la prise de contact. Ben, est-ce que tu aurais envie que je vienne avec vous pour faire une rencontre puis que je sois le médiateur? Ou on va vraiment travailler, on crée un climat
pour éviter l'infection des conflits. Parce que les conflits, c'est normal, il peut y en avoir par moment, il y en a toujours, mais il ne faut pas que ça s'infecte. Donc, c'est quoi les systèmes qu'on met en place? Puis des fois, c'est ça. Donc, ça va être une réunion pour gérer une crise à un tel niveau. Ça va être quelque chose pour gérer les émotions par rapport à un événement qui est arrivé. Fait que ces espaces-là aussi qui sont présents. Puis bien que les espaces existent, on peut quand même dire que c'est rare que ça arrive, qu'on ait besoin de ça. Puis quand ça arrive, ça se passe bien. Puis je pense que c'est en partie parce que chacun euh, valorise beaucoup sa propre responsabilité au niveau émotionnel. Tu sais, on est très peu dans la réaction. Quand il y a une réaction intérieure, la personne souvent prend le temps de respirer, puis là, elle va nommer ce qu'elle dit. Tu sais, ouais, Mais ça peut arriver, exceptionnellement, là, mais même là, c'est ça. Il c'est rare. n'y a pas beaucoup de débordements, mais ce qui est important de nommer, c'est en tout cas, moi, je fais toujours un effort de ne pas être dans le jovialisme. Quand il y a un problème, il faut le voir, puis il faut le nommer comme qui est, puis oser le regarder droit dans les yeux, tu sais. Fait que des fois, ça se peut qu'il y ait quelque chose de difficile à communiquer, mais il faut le faire pareil. Puis, puis souvent, tu sais, dernièrement, justement, il y avait eu un événement par rapport à quelqu'un qui a communiqué quelque chose que beaucoup pensaient, puis qui a choqué les personnes qui l'ont reçu, mais dans une optique comme ça, il faut faire attention parce que si on ne solidarise pas, la personne qui a nommé les choses a le mauvais rôle. Puis après ça, les gens ils ont le bon rôle de restaurer ou de faire la médiation ou même juste de rétablir. Mais en réalité, ces choses-là avaient besoin d'être nommées. Donc, la personne a fait quelque chose d'absolument nécessaire aussi. Mais on décourage toute violence psychologique puis toute agression verbale, ça se passe jamais dans ces optiques-là, là, tu sais. Mais ça pourrait arriver. C'est pas encore arrivé, ça, des agressions verbales, la violence physique encore moins. Mais si ça arriverait, j'ai confiance qu'avec le processus qu'on a, ben, on est capable de gérer ça. J'entends beaucoup l'importance ou la nécessité du prendre soin. Ouais. Mhm. J'ai dans une autre communauté que j'ai connue, eux, ils faisaient une rencontre à chaque semaine, mais une rencontre sur deux, c'était une rencontre administrative et l'autre, c'était une rencontre de cœur. Hmm. Puis le fait de prendre soin de tout qu'est-ce qui est émotif, puis sensible, puis de vie sociale un peu, de comment ça va. Mais après ça, les réunions administratives roulent beaucoup mieux. Il y a moins de non-dits, peut-être. Les choses sont dites, sont exprimées. Comme ça, lorsqu'on tombe dans des prises de décision importantes sur ben, il n'y a pas de côté émotionnel, ou il n'y a pas de choses intriquées là-dedans, imbriquées qui viennent. Ça a déjà été nommé, adressé. Voilà. Fait que les Uh-huh. réunions, ça se déroule mieux, les réunions administratives. Vraiment intéressant. Ouais, ouais, c'est super. Euh, c'est vraiment intéressant. Vous avez vraiment plein de choses à dire. C'est full concret. Vous le mettez en pratique. C'est vraiment incroyable. Je pense qu'on pourrait construire pendant vraiment, vraiment longtemps. Mais si on essaie de recentrer un petit peu, ou au pire, on vous invite pour une deuxième fois, partie 2 avec Espace Collectif. Euh, moi, j'ai goût de savoir un peu plus sur vous de façon individuelle. Qu'est-ce qui vous a mené à joindre un tel projet ou à fonder? Ça a été quoi le spark, qu'est-ce qui a allumé, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez eu le goût de faire ça? Ben, moi, Pardon. Moi, je militais très fort dans les mouvements écologistes radicaux, puis tu sais, dans les mouvements anticapitalistes à Montréal, là. J'ai toujours des affinités avec ces mouvements-là, mais je trouvais qu'il était absolument essentiel de travailler à construire le mode de vie. C'est pas seulement être dans le non et dans le freiné, mais aussi avoir des espaces où on peut articuler le mode de vie qu'on veut voir, on peut construire, où on peut se doter des moyens on a besoin d'avoir pour être capable de vivre cette vie-là, pas dans 170 ans, mais maintenant. Fait que, autant pour des questions écologiques que des questions communautaires, individuelles, collectives, que pour des questions économiques, que pour des questions de se donner de la force pour agir.
Exemple, j'ai toujours voulu retourner. Moi, j'ai grandi en campagne, puis jeune adulte, je suis parti vivre en ville. Puis, mais je me suis toujours dit que je retournerais vivre en campagne, mais pas dans une optique individuelle non plus, tu sais. Fait que d'être capable de vivre avec une culture politique aussi qui représente qu'est-ce qu'on fait, puis d'une articulation justement d'une culture sur un territoire, ça aussi c'est vraiment important, puis de créer des travails, des initiatives de travail qui nous permettent de nous donner de la force aussi pour être capable de travailler sur le macro après. C'est comme un peu tout ça. Par contre, c'est ça, c'est comme j'aime vraiment, exemple, j'aime vraiment un moment donné, le sous-commandant Marcos des Zapatistes disait, là, il dit les noms d'aujourd'hui sont les oui de demain. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on a souvent tendance à mettre un clivage entre le non et le oui. Puis lui, il dit les noms d'aujourd'hui sont les oui de demain. Ce que tu dis non à aujourd'hui, c'est la porte qui est libérée pour le oui de demain que je trouvais ça vraiment intéressant. Fait qu'il y a des choses, tu sais, par exemple, dans mon cas, moi, au niveau individuel, j'ai des refus globaux. Tu sais, je refuse de participer à cette société capitaliste-là. Je refuse de me désapproprier de mon travail, qui est une des forces principales avec laquelle on construit notre société. Je refuse de participer aux violations de droits humains. OK? Donc, par quel moyen je vais être capable d'agir pour répondre à ça? Puis dans cette optique-là, ben, l'idée du collectif espace, de l'éco-village, venait comme une solution en soi, qui est complètement alignée dans ça. Donc, pour moi, c'est un peu le processus aussi de vouloir vivre, comme je disais, en collectivité, mais en étant en contact avec l'environnement plein, l'écosystème naturel, puis l'univers, parce qu'en ville, on ne voit pas les étoiles, tu sais. Ou peu ici, chaque nuit, on se rappelle qu'on est dans l'univers. Tu sais, ça, je trouve ça fantastique. Puis là, on est un collectif là-dedans, fait qu'il y a quelque chose de culturellement vécu et partagé aussi, pas seulement parce que le mode de vie campagne peut être très, très individuel aussi, tu sais, le mode de vie campagne nord-américain, là. Fait que pour moi, c'est un peu ça. Fait un retour à la nature, un retour à voir les étoiles et l'univers, un levier d'une force d'agir du collectif, tout ça en vivant un peu plus en milieu rural, mais de façon avec du monde, puis une façon aussi de dénoncer un peu le système dans lequel on vit, puis d'avoir des actions concrètes et, dans la vie de tous les jours, là. Oui, absolument. Nice. Merci, Nicolas. Julie, es-tu dans la même chose, la même lignée? Écoute, moi, ma réponse va être vraiment différente parce que pour être honnête, c'était vraiment plus par intuition. Tu sais, souvent, ma vie fonctionne comme ça, c'est que tout me dit oui, mais c'est pas par des idéalisations. C'est par je le sais, je vais par là, c'est le bon moment, oui, c'est ça. Fait que je suis mon intuition, je suis mon cœur, puis j'ai des feelings forts que, OK, il y a quelque chose qui va ressembler à ça qui va se passer. Il y a quelque chose mais je sais pas c'est quoi. C'est comme si je sens le moule, la forme sans le concret, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui m'a mené à joindre le collectif. Puis là, en prenant cette décision-là, ben, je me suis dit, ben c'est pour ça que depuis des années, j'économise en me disant qu'il va y avoir un projet éventuellement, je sais pas c'est quoi, mais c'est right d'économiser, tu sais. Puis là, une fois que je suis rendue dans le projet, je suis comme, ben c'était pour ça. Par exemple, des fois, j'écoutais des documentaires où est-ce que je voyais des gens faire de l'agriculture ensemble, de la permaculture, puis je pleurais littéralement. Puis je pleurais pas parce que j'avais des pensées, là. C'est comme énergétique. Ça, souvent, quand ça m'arrive, c'est que ça me dit, tu t'en vas par là, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Fait que c'est plutôt en étant dans le collectif que là, je pourrais dire, ah oui, je dis oui à toutes ces idéaux-là, puis toutes les positions politiques dans lesquelles on se place, mais je pouvais pas les savoir d'avance. C'est pas cette mentalité-là qui m'a menée dans le collectif, c'était vraiment plus de suivre mon élan de vie, puis mon élan intuitif, mon cœur. Puis, j'ai quand même réalisé que lorsque j'habitais à Montréal, j'avais, mettons, des positions politiques, mais tu sais, sans savoir que c'était vraiment politique là, ou environnemental. Par exemple, j'étais vraiment plus axée sur le sans-déchets. Puis, j'avais pas de voiture. Tu sais, mon empreinte carbone là, était plus faible lorsque j'habitais à Montréal, dans ma petite vie individuelle, que depuis que j'habite en forêt avec ma voiture, mon poêle à bois.
les épiceries plus loin. Là, heureusement, on en a là, des épiceries sans déchets, mais tu sais, c'est aussi question de conscience. C'est comme si ma conscience, là, c'est pas rallié à mon intention d'être sans déchets. Mais j'ai quand même pris des consciences que, tu sais, il y a des choses nice que je faisais à Montréal, dans le fond. Comme, mettons, geste politique, mais sans nécessairement en être consciente, tu sais. Mais ici, là, la différence, c'est que on peut plus en parler. Tu sais, ça devient un discours, quelque chose que tu portes, quelque chose que tu vis. C'est plus conscientisé. Ouais. Nos maisons, par exemple, sont vraiment moins polluantes, là. Tant au niveau énergétique qu'au niveau, au niveau des matériaux, puis tout ce qu'on produit, tu sais, comme cet été, t'as été pas mal moins à l'épicerie, c'est clair, là. Oui, au niveau des Fait que fruits et légumes. partagé. Oui. De toute façon, il y a plein de points positifs. C'est juste que je réalisais que ça avait aussi des coûts que d'habiter en campagne au niveau de la voiture, le gaz. Tu sais, nous, on habite en plein cœur de la forêt. Puis les 3 villages qui sont autour de nous, Fredericksburg, Denham et Sutton, sont à 15 minutes d'auto. Fait que quand on veut faire nos courses, ben, c'est une demi-heure aller-retour. Tu sais, à chaque fois qu'on est à quincaillerie ou à l'épicerie, c'est ça notre réalité. Fait qu'effectivement, comme Nico dit, au moins pendant la période estivale d'été, on était quasiment autosuffisant au niveau des légumes et des fruits. On n'achetait pas grand-chose, là. Mm. Ça, c'est juste l'année 1. Fait que j'ai bien hâte de voir au fur et à mesure. On va avoir plein d'arbres fruitiers, ça va être génial. Yes. Où est-ce que vous voyez le projet dans 5 à 10 ans? Dont vous vous projetez, là? On a parlé de grandir un peu avec le nouveau modèle de coop, où il y a comme de la place pour construire des maisons, il y a un système d'intégration, une ouverture vers la communauté. En termes de combien il y aurait de personnes, comment est-ce que ça fonctionnerait là, dans 10 ans à peu près? Dans 10 ans, ben là, check, il y a 4 maisons de construites. Puis là, il y a une maison là, puis une autre maison là. Ça fait 6 personnes de plus. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 maisons qu'on est quasiment garanti qu'ils s'en viennent. 2 l'année prochaine, mais 2 autres, parce que c'est des gens qui font partie du collectif depuis un bout, puis qu'ils sont juste pas prêts à se construire l'année prochaine. Mais tu sais, sauf que, mettons qu'on fait une moyenne qu'il y a de. Tu sais, mettons qu'on fait une moyenne sur le collectif qu'il y a 3 personnes par logement, là. Ben, ça veut dire que dans 10 ans, on aurait 18 logements. Que 18 logements fois 3, on est rendu, ben, ça fait de 30, on est à 40, 54 personnes habitant sur les lieux, plus tous les enfants qui viennent avec ça, là. Fait quoi, on devrait être dans la cinquantaine, soixantaine de personnes, plus l'amphithéâtre il est construit, nos bâtiments collectifs sont construits, on a une serre collective, on a un verger collectif. T'sais, les potagers collectifs sont beaucoup plus gros, on a des animaux, on produit du fromage, on fait notre propre viande, on a des importants parties de récolte où on fait les lactofermentations puis les réserves d'hiver. Il y a plusieurs entreprises aussi sur la terre. Ouais, On a et quoi plein, d'autre? on a plein d'événements qui se passent dans les maisons de chacun, dans les salons, dans les sous-sols ou dans notre bâtiment commun lorsqu'il sera fait, qui sont des moments d'auto-éducation. Est-ce que soit on regarde un documentaire ensemble puis on en parle, ou soit qu'on apprend, mettons, justement à faire des lactofermentations, ou qu'on fait venir un spécialiste sur tel sujet. Puis là, c'est pas juste réservé aux gens du collectif, les gens de la communauté autour sont invités à venir ensemble. On peut faire des débats. Ben, c'est Tout ça. ce genre de choses-là, c'est déjà dans notre vision, mais vu qu'on est tellement occupé au développement de la structure et des bâtiments, là, de Des la bases. construction des maisons, que on en a fait, mais on va en faire bien plus. On veut faire que ça fasse partie du quotidien. Ben, toute la notion d'éducation populaire est vraiment vivante là, dans 10 ans. C'est comme par exemple, pendant un temps, on a fait tout un cycle de documentaires engagés ici où les gens pouvaient venir participer. Mais cette notion d'éducation populaire et d'implication, c'est in and out. Comme des gens qui viennent ici au collectif, mais nous qui vont aussi travailler sur d'autres projets, que ce soit à la municipalité ou ailleurs, ou dans d'autres collectifs. C'est tout, c'est une notion vraiment importante que je vois beaucoup plus vivante dans 10 ans. On a plus d'accès au fond du lot aussi parce qu'on a un gros marais à traverser. Donc, on a une passerelle qu'on va construire pour traverser le marais puis avoir accès aux cliffs rocheux qu'il y a dans le fond de la terre. On parle aussi de se construire une espèce de maison de druide à un moment donné à quelque part, sans électricité, d'avoir un observatoire des étoiles là où c'est plus ouvert.
C'est tout ce genre de choses-là aussi. Il va y avoir sûrement un gros espace aussi pour des retraites sur le lot de nos nouveaux membres, là. Sur un des lots, eux autres, ils veulent que ça soit intégré dans leur mode de vie. Il va y avoir des lieux aussi un peu magiques en forêt. Tu sais, où est-ce qu'on va disposer les roches, tu sais, genre de cercle. Il va y avoir aussi beaucoup plus d'objets artistiques sur le long des sentiers. Déjà, on n'a pas encore de sentiers. Fait qu'il va y avoir des sentiers. Puis sur le long de ces sentiers-là, ou en pleine forêt, il va y avoir des petites constructions, des petites sculptures en bois ou en métal ou en argile. Tu sais, des surprises en forêt comme ça, artistiques. Puis il va sûrement avoir une boîte à livres bien classique, là, tu sais, une petite bibliothèque sur le bord de la route où est-ce qu'on se met des livres. Puis peut-être qu'on va avoir over de légumes puis qu'on va en vendre sur le bord du chemin. Ouais, aux orignaux. ouais, ouais. En tout cas, moi, je vois des étoiles dans vos yeux en ce moment là, quand vous parlez. Là. C'est beau, les projets. Ouais. Nice. Yes, ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez comme ajouter avant qu'on finisse? Ben, juste dire qu'en ce moment, notre site Internet est comme un peu hors d'usage. Fait qu'on va quand même donner le lien suite au podcast, mais si les gens vont visiter notre site qui est hors d'usage, inquiétez-vous pas, ça devrait revenir. Oui, Prochainement, c'est ça. à jour. Moi, Ouais. j'avais peut-être juste quelque chose de philosophique à dire. Puis c'était dans un documentaire à un moment donné que j'ai vu ça, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. C'était un gars dans une communauté ghandienne, puis il se faisait demander qu'est-ce que tu penses qui devrait être la première des choses qu'on applique pour améliorer les choses. Puis le gars, il a répondu quelque chose qui m'a vraiment surpris, mais qui n'est pas surprenant. Il l'a regardé, puis il a dit arrêtez de travailler pour les autres, travailler pour ça en quoi vous croyez. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis ça, c'est pour moi ce qu'on est en train de faire, puis ce que plusieurs collectifs font ou éco-villages, c'est se réapproprier nos moyens individuellement et collectivement. Puis ça, c'est fondamental pour notre émancipation, je pense. On se fait un petit tour de check-out, puis on finit ça. Est-ce que quelqu'un a l'élan de commencer? Ben moi, je peux dire que j'ai trouvé ça amusant. Tu sais, Mhm. j'avais la danse, c'est la première fois que ça m'arrive, puis j'avais pas eu la liste des questions. J'avais vraiment aucune idée sous quel angle que vous auriez comme amorcé notre discussion. Puis ouais, j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça divertissant, puis j'ai trouvé ça hyper fluide. Mm. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Je vais être curieuse d'aller voir les autres podcasts que vous avez faits, si je comprends bien, avec d'autres éco-communautés, c'est ça? Ou d'autres Ouais. alternatives? Non, oui, éco-communauté. Soit un cohabitat, soit un éco-village ou des fois c'est des communautés intentionnelles qui font de la colocation aussi. En général, on essaie de parler à des gens qui tournent autour de ça. Ok. Euh, Merci. Merci beaucoup à toi. Moi, je suis très content. Je pensais vraiment pas que votre réflexion était aussi avancée qu'elle l'est en ce moment. J'étais comme mon cerveau était comme un peu en feu là, durant une partie de tout. Parce que je trouve que vous avez vraiment bien designé plusieurs aspects en termes juridiques, en termes de l'eau, en termes de plein de choses. Et comme vous n'êtes pas écrasé face à la municipalité pendant plusieurs années, puis vous avez comme perduré, puis ça a vraiment payé, je pense. Puis je vous encourage à continuer. J'ai hâte de voir le documentaire qui serait fait dans le futur sur vous. J'ai hâte de vous reparler. Je suis sûr qu'on va se recroiser dans le futur. Ben, merci beaucoup pour l'opportunité. Je trouve ça toujours vraiment enrichissant de partager avec d'autres personnes qui vivent des réalités communes, mais aussi, c'est ça, ça fait partie de notre mission de partager notre expérience, puis d'apprendre des expériences des autres, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est la reproductibilité, puis
de partage de stratégies et de connaissances. Ça nous semble vraiment important. Et puis, ouais, ça a été une vraiment belle initiative, vraiment fluide, vraiment agréable. Et puis, j'ai hâte de voir les autres podcasts que tu as faits aussi. Puis, ben, quand vous passerez dans le coin, venez nous voir. Merci. Certainement. Ben, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je suis un peu déçu que les pluchettes de Bledin aient déjà passé, là, sinon j'aurais été là pour sûr. Ben, sinon, très, très enrichissant. Merci de tout le partage de plein de sujets comme la gestion des espaces individuels et collectifs. C'est très, très important. Toute la philosophie sur l'usage et les coutumes de notre société, du peuple du Québec qu'on veut voir pour demain. Comment que c'est nous, les personnes qui font grandir ça, puis qui le vivent, qui habitent le territoire. Alors, habitons-le. Euh, j'ai aimé il y aurait tellement plus de choses à dire, mais tout le judo légal que tu as parlé, Nicolas, très intéressant. La force du collectif et tout ça lié par des actions concrètes de tous les jours. Euh, j'ai espoir que c'est un beau tissu social que vous êtes tous en train euh, d'amalgamer ensemble. Puis, wow, c'est beau. C'est vraiment le fun de voir plein de projets comme ça émerger, puis prendre la place. Et ça me donne espoir. Merci beaucoup. Au Bien, plaisir. merci. Bonne Yes. soirée. Merci beaucoup. Fait que ça va être tout pour ce mois-ci. Puis on se revoit à la prochaine. Au plaisir. Ciao. Yes.